Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du projet Cyber Enjeu, donc enjeu en deux mots, EN plus loin J-E-U-X, avec Jean-Baptiste Demaison. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et Stéphane Guéraud. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Vladimir Kolla. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Eh bien, je m'appelle Jean-Baptiste Demaison, je suis responsable du laboratoire d'innovation de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Stéphane ? Alors, je suis Stéphane Guéraud, je suis chargé de mission cybersécurité, éducation à l'intelligence artificielle et à l'e-sport au ministère de l'Éducation nationale, à la direction générale de l'enseignement scolaire. Alors, dans quelles circonstances vous avez décidé de lancer ce projet ? Je vais commencer parce que j'étais là tout au début. Cyber Enjeu, ça a été un projet qui est un peu un hasard. C'était pas forcément ce qu'on avait prévu de faire, mais à l'époque de la survenue du Covid et des confinements, on a dû repenser différents projets qu'on avait prévu de mener avec entre l'ANSSI d'une part et l'Éducation nationale, puisqu'on échangeait déjà depuis au moins un an, notamment avec le 110 bis, le laboratoire d'innovation du ministère. Et voilà, il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait plus faire. Et on avait notamment prévu de lancer un hackathon de création de jeux sérieux sur site. Et ça n'a pas pu se faire. Et c'est là qu'est venue l'idée de se dire, mais si on inversait le concept et au lieu de faire créer des jeux sérieux sur la cybersécurité par des adultes, et si on les faisait créer par les élèves. Et donc on a pris tout ce qu'on avait imaginé pour le formuler pour que des enseignantes et des enseignants eux-mêmes puissent former leurs élèves sur des enjeux de cybersécurité, de sécurité des systèmes d'information, et organiser dans un deuxième temps des sessions de création de jeux sur le sujet pour permettre aux élèves de s'approprier ces savoirs. Et c'est ça le point de départ, c'est d'abord une idée, puis on pourra en parler, une idée qu'on a pu tester et déployer. Alors comment vous vous y êtes pris ? Alors, la première expérimentation, c'est d'abord un prototype où on a imaginé tout ce dont les enseignants pourraient avoir besoin. On a évidemment fait des tests, on a parlé à des enseignants et on a créé ce premier prototype. Peut-être, je peux vous dire un mot de ce que ça contenait, c'est-à-dire essentiellement des livrets, un livret avec 13 fiches pédagogiques sur des enjeux de cybersécurité très succinctes. Un livret pour aider les enseignants à organiser leur hackathon ou leur session de création de jeux, parce que certains ont choisi de faire ça sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Des cartes objectifs cyber qui avaient vocation à être utilisées par les élèves pour pouvoir un peu piocher au hasard ou choisir les thématiques sur lesquelles ils auraient envie d'intervenir. Et on a, grâce au ministère de l'Éducation nationale, identifié 10 enseignants dans 10 établissements pilotes qui ont accepté de tester le dispositif, avec plus de 300 élèves au total, qui nous a permis d'en tirer des premiers enseignements, sachant que ce qu'on cherchait à faire, c'était tester nos hypothèses. Est-ce que les profs adoptent l'outil ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça s'insère bien dans les enseignements ? Certains l'ont testé aussi dans le périscolaire. Est-ce que ça fonctionne bien pour les élèves ? Et in fine, est-ce qu'ils en ressortent avec à la fois des connaissances sur la cybersécurité et puis aussi un intérêt pour le domaine, parce que c'était aussi l'un des enjeux de Cyber Enjeu. Et comment vous les avez sélectionnés, ces professeurs ? Est-ce qu'ils étaient dans toute la France ? Et comment vous y êtes pris pour les sélectionner ? Alors, c'est des expérimentations. Donc, comme toute expérimentation, on fait un petit appel à projet sur l'ensemble des réseaux dont on dispose. Donc on est à la fois sur des enseignants qui ont levé la main, qui sont à la fois sur du collège et sur du lycée, et de toute la France, notamment on avait une enseignante vraiment très motrice du côté de Toulouse. Donc là l'idée c'était pouvoir avoir des enseignants qui puissent valider le projet, qui puissent tester en classe et qui puissent tester dans différents types d'activités, donc que ce soit des documentalistes
qui n'ont pas forcément de temps dédié et donc justement qui ont utilisé des temps hors classe dans le temps scolaire, et puis des enseignants qui l'ont utilisé dans leurs cours. Donc on a à la fois des enseignants du collège et du lycée qui ont fait en histoire géo, en sciences, etc., qui l'ont utilisé à travers leurs cours. Voilà. Ouais, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que ce ne sont pas des enseignants qui sont des enseignants de cybersécurité ou d'informatique. C'est vraiment, tu viens de le dire avec un professeur d'histoire, c'est assez varié. Est-ce qu'il y a eu une espèce de formation de ces professeurs justement au préalable ? Il y a eu un temps de réunion. Enfin, Jean-Baptiste, toi, t'étais davantage sur la première expérimentation. Moi, je suis arrivé sur la deuxième. Mais il y a eu un temps d'accompagnement. Jean-Baptiste. Oui, on a organisé en fait des webinaires et on a gardé un peu ce mode opératoire pour la deuxième session, y compris sur le volet accompagnement à la création de jeux. Parce que c'est pas évident en fait d'être un prof et d'aider des élèves à créer des jeux sur des jeux tout court, enfin sur la cybersécurité ou n'importe quel sujet, surtout des jeux de plateau, des jeux de cartes où les élèves ont plutôt l'habitude d'être avec le numérique. Donc on a fait des webinaires et puis on a essayé de concevoir aussi l'outil pour qu'il soit le plus autoporteur possible. Donc les fiches thématiques sur la cybersécurité que je vous invite à consulter, hein, tout ça c'est open source et c'est accessible en ligne, elles se veulent très pédagogiques et on a eu du coup à l'issue de cette première expérimentation des retours très positifs des profs sur leur capacité aussi à s'approprier ces savoirs pour les restituer. Et juste pour répondre aussi à la première question, on n'a pas de profs de cybersécurité en collège et en lycée. On a des professeurs d'informatique depuis peu de temps en fait. Les formations, en tout cas les CAPES d'informatique et agrégation d'informatique, de ce qu'on appelle le NSI, et maintenant la spécialité numérique et informatique, c'est très récent. Donc en 2020, on n'avait pas ça. Il y a des profs de techno ou de mathématiques. On pourrait imaginer que c'était un peu plus proche. Et il y en a qui s'en sont emparés. Mais ce qui est intéressant, c'est que par la modalité du jeu, ça a permis d'ouvrir à beaucoup plus de monde que ce qu'on pourrait voir initialement. Ce sont des élèves de quelle classe ? Collège et lycée, on a de la 5e, de la 4e, de la seconde essentiellement. Et est-ce que tout ça s'est fait entièrement à distance ? Là, j'entendais parler de webinaires. Est-ce que vous avez fait des ateliers aussi en présentiel ? Et vous étiez une équipe de combien de personnes pour réaliser ces deux prototypes ? L'équipe qui a réalisé les deux prototypes, elle est globalement en face de vous, là. En tout cas au micro avec vous. Il y a aussi une partie de l'équipe du 110 bis, le lab d'innovation du ministère de l'Éducation nationale. Et on a tout fait à distance. On a eu aussi l'occasion d'aller de rencontrer les élèves. On a aussi organisé un hackathon au campus cyber au moment du lancement de la campagne Demain spécialiste cyber dont on reparlera. Mais ça a très bien fonctionné à distance et je pense que les enseignants ont l'habitude aussi de fonctionner comme ça. On a aussi créé des boîtes. Alors c'était pas indispensable, mais on a fabriqué des boîtes cyber en jeu avec des kits de prototypage pour amorcer un petit peu la pompe et on les a envoyés aux 200 premiers enseignants qui se sont inscrits dans la deuxième phase de cyber en jeu. Et il y en a eu beaucoup et ça a hyper bien fonctionné comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des thèmes en fonction des différents jeux ? Parce que j'imagine que tout n'est pas forcément accessible pour des débutants. Donc, est-ce qu'il y a des thèmes que vous avez particulièrement mis en lumière ? Alors, il y a 13 fiches pédagogiques dans Cyber en jeu et c'est vraiment une introduction aux grands enjeux de la sécurité des systèmes d'information ou à la cybersécurité pour faire simple, le cyberespace, les sources de menaces, les motivations des attaquants, les grands enjeux de la cybersécurité, les grands volets de la cybersécurité, la cryptographie, etc., jusqu'aux aspects réglementaires. Hein. Donc c'est aussi pour ça que ça a trouvé sa place, et même les aspects internationaux, hein, les enjeux de paix et de sécurité internationale dans le cyberespace, ce qui est beaucoup ressorti dans les jeux qui ont été créés par les enfants, Cyber Cluedo, Tic Tac Boom, Cyber Time, ils ont eu beaucoup d'imagination et puis ils ont puisé dans des modèles de jeux existants. On leur a fourni un peu des modèles de jeux qui pouvaient être réemployés. On retrouve beaucoup les thèmes un peu classiques attaque-défense. C'est des choses qui reviennent beaucoup, mais ce qui est très très chouette puisqu'en fait ça leur permet vraiment d'entrer dans le sujet par quelque chose qui se rapproche beaucoup de mécaniques de jeu et de thématiques de jeu qu'ils connaissent. Il y a beaucoup de jeux de cartes et notamment il y en a eu un autour du loup-garou qui était vraiment très intéressant, qui est d'ailleurs repris très souvent côté ANSSI, à la tête de l'ANSSI comme exemple, et qui est vraiment intéressant par rapport à l'âge des enfants qui l'ont produit. Oui, d'ailleurs je pourrais ajouter un point là-dessus, c'est une introduction, mais ce dont on s'est rendu compte, on l'espérait, mais ça a dépassé, je pense, nos attentes, et puis ça a été un des premiers retours de la première expérimentation.
de la part des enseignants, c'est que ça a permis de développer plein de choses au-delà de la cybersécurité chez les élèves en matière d'auto-formation, d'auto-apprentissage, de culture du faire, d'engagement des élèves et la conséquence très concrète sur le sujet, du coup, sur lequel on avait envie de les faire travailler, c'est que ils sont montés très rapidement en compétences. Et on a vu des élèves comme ça qui faisaient cyber-enjeux au bout de 15 jours, étaient quasiment à réinventer la kill chain, quoi. Parce que ils ont lu des trucs, ils sont passionnés pour le sujet et en fait sont rentrés très très vite dans le sujet et ont dépassé le stade un peu introductif qu'on leur proposait. Et y compris, alors ça c'est la modalité du jeu qui fait ça, mais peut-être aussi le sujet. On a aussi des élèves qui n'étaient pas forcément très motivés dans des cours traditionnels, et y compris des profils de décrocheurs qui se sont trouvés des passions par le thème de la cyber et par les jeux qu'ils ont produits. Et ça, pour nous, c'est vraiment un gage de réussite à travers les jeux qu'ils ont produits et ensuite les échanges qu'ils ont eus, parce que derrière, il y a aussi un échange entre pairs. L'idée, c'est de faire jouer les jeux des élèves avec les autres élèves. Et là, il y a le mécanisme d'explication du pair à pair qui est intéressant parce que justement, ils vont utiliser leurs mots pour expliquer des concepts qui peuvent être parfois un petit peu compliqués. Et justement, là, tu parles de partage, je rebondis juste là-dessus. Est-ce que vous avez, je dirais, un temple de la renommée ou un Hall of Fame pour parler un petit peu de jeux typiquement qui ont hyper bien fonctionné, type le Loup-Garou, pour aussi inspirer d'autres personnes qui souhaiteraient s'y mettre mais qui savent pas par où commencer pour commencer un jeu? Est-ce que vous listez un petit peu ces success stories? Une réponse en 2 parties. Après, je vais laisser Jean-Baptiste donner la deuxième partie. Mais une première partie, on a lancé une petite communauté de profs. Donc tous ceux qui, justement, tous les enseignants qui sont engagés dans Cyber en jeu, qui ont levé la main pour dire qu'ils faisaient un hackathon, mais parfois c'était des projets de classe. C'est pas forcément un hackathon d'une journée, c'était sur plusieurs temps. Ensuite, donc là, ils ont pu partager avec un forum au sein d'un espace. C'est un Moodle en fait. Au sein de l'espace, ils ont partagé un petit peu tout ce qu'ils faisaient, un peu les démarches pédagogiques et puis des photos des jeux. Et puis la deuxième idée, Jean-Baptiste, je te laisse la main sur. C'est plutôt côté annonce, c'est ce qu'on est en train de construire. Ouais, ce qu'on est en train de construire. 2 choses. D'une part, une demande des enseignants qui est de pouvoir valoriser le travail qui est créé par les élèves. C'est une fin en soi de créer ces jeux, mais voilà, comment on pourrait permettre aux élèves de montrer leurs jeux, etc. Et une autre idée qui là vient plutôt de nous, enfin qui vient pas de nous en réalité, c'est une plateforme qui s'appelle Lego Ideas que vous connaissez peut-être, qui permet à des gens de proposer des Lego, des gens passionnés, etc. Et voilà, les deux combinés, ça donne un projet. Alors c'est l'annonce, mais on espère qu'on ira au bout et que ça va sortir rapidement. C'est de permettre aux élèves de publier, aux enseignants de publier les jeux créés par les élèves et de permettre de valoriser, de voter en faveur des jeux, pas en défaveur. Je voulais souligner notamment un point qui est que il n'y a jamais eu de logique de compétition dans cet exercice-là, que ce soit au sein des classes ou au sein des établissements ou même entre les établissements. On s'est posé la question à un moment donné de se dire allez, on va faire peut-être un concours national, les meilleurs jeux, etc. On perd pas de vue quand même d'identifier des jeux qui, du coup, par la communauté seraient particulièrement plébiscités. Mon rêve, à titre personnel, ça serait qu'un jeu créé par des élèves de 4e soit tellement génial qu'on ait envie de le reprendre, de le redévelopper, et puis ensuite de l'utiliser pour, par exemple, le diffuser au sein de l'administration et former des adultes aux bonnes pratiques de sécurité à partir de quelque chose qui aurait été imaginé par des enfants. Enfin, ça serait vraiment, on irait vraiment complètement au bout du concept. Et est-ce que vous proposez différents types de modèles de jeux où chacun est libre de créer le jeu qu'il souhaite, quel que soit le format? Les deux. Et notamment dans la deuxième partie, donc dans la deuxième phase de Cyber en jeu, donc après l'expérimentation, il y a eu tout un travail qui a été fait justement autour des concepts de jeu, et donc à la fois sur des modèles qui pouvaient exister parce qu'il faut inspirer, mais la consigne qui était donnée aux enseignants, de toute façon les enseignants, même si on leur donne une consigne, ils sont très très libres, et donc il y a pas de limite. Donc au contraire, le jeu, c'est la créativité. Il faut favoriser la créativité. Peut-être c'est l'occasion aussi de dire qu'on a travaillé avec une association qui s'appelle Open Serious Game, qui est une association à but non lucratif qui milite pour le développement du jeu sérieux dans les organisations et qui est particulièrement intéressée par les questions ludopédagogiques. Et c'est avec eux qu'on a construit ces modèles de jeux. Et ils ont également accompagné les enseignants au travers de webinaires. Et là, on a l'intention de publier des très courtes vidéos tutos pour pouvoir permettre un peu un passage à l'échelle dans l'accompagnement des enseignants qui demain souhaiteraient lancer une séquence cyber en jeu dans leur dispositif. Et dans la deuxième version de cyber en jeu, on a aussi cherché à être le plus souple possible sur des modalités de déploiement dans les classes.
Donc ça peut se faire en 2 heures, c'est la version vraiment super rapide, comme ça peut se faire sur un trimestre, voire une année, ce qui est le cas dans certains établissements avec certains profs. Et sur ces questions de modalité, quelle est la licence que vous utilisez pour arriver à faire ça, qui est du partage, de la rediffusion, qui est... enfin voilà, tout cet esprit de partage, qu'est-ce que vous avez utilisé comme licence ? On a utilisé la licence ouverte, c'est une licence qui a été créée par Etalab à la direction interministérielle du numérique. Ça, c'est pour Cyberenjeux en tant que tel. Donc, il peut être réutilisé, modifié, modulo, et même, je dis pas de bêtises, même vendu sur une base commerciale. Modulo le fait de citer la source. Et les jeux des élèves, on n'a pas vraiment la main là-dessus, mais on a encouragé les enseignants, évidemment, dans l'hypothèse d'une publication, à ce que les jeux soient également open source. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, globalement, un jeu, ça se protège pas, quoi. Une mécanique de jeu, ça se protège pas, c'est une idée. Donc c'est aussi pour ça que ce dispositif est possible. C'est possible de reprendre des mécaniques de jeu dans des jeux très très connus sans que ça pose ce problème. Évidemment, ce qu'il faut pas reprendre, c'est les noms ou c'est les graphismes. Ça, c'est protégé. Et vous aviez du budget pour faire ça, enfin, pour lancer cette idée. Comment vous vous êtes, je dirais maintenant peut-être professionnalisé là-dedans ? Comment ça fonctionne, ou est-ce que vous faisiez ça à côté le soir parce que vous étiez convaincu, vous aviez la flamme un peu de la pédagogie et... Je pense qu'on est tous les deux dans un monde d'innovation. Moi, à l'époque, j'étais dans le bureau de l'innovation aussi au ministère et de l'innovation pédagogique, et donc ça fait partie de nos missions, mais en même temps, c'est de l'engagement. Côté budget, côté ministère de l'Éducation, c'est très simple sur ces sujets-là, j'en ai aucun, à part la main-d'œuvre. Et la bonne volonté des enseignants, parce que là, il faut vraiment aussi le dire, il y a vraiment beaucoup d'enseignants qui sont très volontaires et sur qui on peut vraiment s'appuyer. Ah, mais la main-d'œuvre, c'est ce qui vaut le plus cher. Hein. Et puis, de l'autre côté, Jean-Baptiste, qui a été d'un très grand appui avec le lab. Oui, alors on assure bon, c'est, je pense, un des projets les plus rentables qu'on ait fait en termes de, on va dire, de coût d'une unité d'impact, c'est-à-dire d'un élève formé ou sensibilisé au métier de la cyber. Ça a été surtout Stéphane, moi et quelques personnes qui ont pris ça sur notre temps au travail, puis un peu perso aussi. Mais on a eu quand même à financer les boîtes côté Annecy, et ça a été important, je pense, ces boîtes aussi pour valoriser les enseignants qui s'engageaient, qui avaient envie de faire le jeu. Mais voilà. Et actuellement, c'est en print and play. Donc, en fait, les établissements téléchargent le modèle. On a compris aller jusqu'à donner des modèles de pions, etc., à télécharger avec les imprimantes 3D qui existent de plus en plus dans les établissements. Donc, voilà comment on essaye de se débrouiller. Jamila, tu voulais réagir ? Oui, du coup, peut-être pour élargir un petit peu, c'est quoi la suite du programme ? Est-ce qu'il y a une sorte de parcours où vous allez essayer d'identifier justement des élèves qui ont démontré une certaine appétence pour le sujet ? Alors peut-être pas pour les suivre au long cours, mais en tous les cas pour faire en sorte de transformer l'essai et que ce soit potentiellement de futurs collègues. Et la deuxième partie de la question, c'est quels sont les exemples à l'échelle européenne qui ont également fonctionné comme ça a fonctionné pour la France. Pour parler des élèves, en fait, au niveau de l'éducation nationale, en 2020, donc au moment du Covid, il n'y avait pas de la cyber, c'était très jeune et en fait très peu de place en fait, quasiment pas de place dans les programmes, c'était inconnu dans les programmes même. Et petit à petit, donc depuis 2020, on a essayé de pousser un petit peu l'identification de la filière et des enjeux de sensibilisation et de formation et d'orientation derrière. Donc on a mis en place déjà sur la filière pro la transformation d'une première numérique qui est devenue la filière Ciel, donc cybersécurité informatique électronique. Et de l'autre côté, on a mis en place depuis l'année dernière, donc depuis 2024, la cybersécurité dans les programmes de technologie de cycle 4, donc c'est-à-dire 5e, 4e et 3e, et donc ça c'est une nouveauté. Avant il n'y avait pas le mot cybersécurité dans les programmes, ce qui fait que maintenant on a plus de légitimité à mettre en place du cyberenjeu, et même cyberenjeu est devenu un document de référence et d'accompagnement pour les profs pour le programme de cycle 4 en technologie. Et donc là aussi ça a été une petite victoire entre nous pour pouvoir vraiment placer cette ressource. Et puis derrière, l'objectif c'est de montrer toutes les entrées possibles dans tous les programmes, même si le mot cybersécurité n'existe pas, de montrer comment on peut le replacer. Et donc ce qui fait que maintenant on peut placer et essayer de pousser des programmes, en tout cas des actions, des projets, donc comme Cyberenjeu, comme demain spécialiste cyber, on va en reparler,
mais aussi d'autres actions de sensibilisation qu'on a avec des partenaires. Cette année, on va essayer de faire quelque chose, notamment avec cybermalveillance, dans le premier entre la fin du premier degré, c'est-à-dire cycle 3, CM1, CM2, 6e, et ça, essayer de faire ce qu'on appelle une sorte de continuum, donc le cycle 3, le cycle 4 avec la techno, plus toutes les options qu'on peut faire avec cyberenjeu, ce qu'on fait au lycée, donc là encore cyberenjeu, mais l'orientation aussi, et ce qu'on fait avec l'armée aussi, avec un CTF qui est Passe ton hack d'abord, hein, qui est un gros CTF, on a quand même 7300 participants, ce qui en fait un des plus gros CTF étudiants qui existent. Voilà. Et l'objectif, c'est 10 000 élèves en 2026. Donc si vous pouvez aider, il n'y a pas de souci. Et donc la suite, Jean-Baptiste. Oui, donc s'agissant de la suite de Cyberenjeu, alors d'abord peut-être pour signaler que depuis qu'on a lancé Cyberenjeu, il y a eu plus de 714 actions qui ont été menées en classe ou hackathons organisés sur une journée par des enseignants, et on estime que c'est plus de 50 000, voire 70 000 élèves qui ont été formés, donc, sur une période de 1 an et demi à 2 ans. La suite, c'est aussi que les enseignants refont Cyberenjeu. Pour l'anecdote, il se trouve que la maman de la meilleure amie de ma fille, que j'ai rencontrée lors d'un anniversaire, donc celui de ma fille, me parle, elle me dit tu bosses dans quoi? J'ai dit la cyber, et puis en fait elle me dit tu connais peut-être Cyberenjeu, et voilà. Et il se trouve qu'elle le refait cette année, parce que un enseignant qui a adopté le dispositif le refait, peut être amené à le refaire plusieurs années, parce que voilà, ça a un certain coût quand même en entrée, même si on a fait en sorte que ça soit le plus léger possible. Et un des retours qu'on a beaucoup, c'est que les enseignants qui portent Cyberenjeu deviennent un peu une sorte de référente ou référent au sein de l'établissement sur les sujets cyber. On en a revu qui nous disaient les élèves reviennent me voir, etc. Donc même si nous on suit pas forcément nominativement les élèves pour les faire rentrer dans des parcours spécifiques, etc., on crée une émulation au sein de l'établissement sur le sujet. Et puis derrière, l'idée c'est de pouvoir continuer à fournir plus d'éléments aux enseignants, et on se dirige vers une plateforme, une nouvelle version de la dynamique Demain spécialiste cyber qu'on a lancée, avec un référentiel de ressources pour les enseignants pour continuer à former et accompagner les élèves. Alors pour revenir sur la partie Union européenne, ou en tout cas internationale, il y a des exemples, alors notamment aux Pays-Bas, avec une opération qui s'appelle Hack Shield, qui commence vers 8-9 ans, alors c'est en lien avec les forces de l'ordre, où il y a une formation de jeunes sur des pratiques de sensibilisation, entre guillemets, d'hygiène numérique, et les jeunes deviennent en quelque sorte des ambassadeurs qui vont voir les autres jeunes et qui restent sur 4-5 ans, et qui ont une valorisation de leur parcours un peu citoyen, voilà, donc aux Pays-Bas. Et donc ça a été repéré notamment dans des grands sommets d'Interpol, etc., et repéré en France par en tout cas des partenaires comme Cybermalveillance, comme le ComCyberMI, et puis le Junalco, hein, donc le tribunal, en tout cas en charge des affaires de cybercriminalité. Et c'est d'ailleurs par les procureurs du Junalco qui sont venus avec ces idées d'action auprès des jeunes, qui sont venus nous voir pour nous dire est-ce qu'on peut pas faire une action de sensibilisation un petit peu comme ce qui se fait aux Pays-Bas. Et donc c'est ce qui nous a donné l'idée en 2024 de lancer le phishing sur les élèves, l'opération Cactus, 2,5 millions d'élèves. Peut-être une question qui rejoint celle que posait initialement Paul, mais est-ce que le programme s'étend aux emprises françaises, genre lycée français à l'étranger, etc., ou on est vraiment sur un maillage hexagonal ou... Alors, quand on fait une carte de cyberenjeu, alors on pourra vous la partager. Qui existe, ouais. Et qui existe, voilà, vous pourrez voir tous les hackathons et actions en classe depuis 2 ans. On a des établissements à l'étranger qui participent. On a du Rio, on a du Tokyo, on a Shanghai, on a Sydney. Alors à chaque fois, c'est des établissements français à l'étranger. D'ailleurs, qu'on retrouve aussi sur Demain spécialiste cyber, qui nous ont suivis sur les actions d'orientation. Parce que derrière, c'est des élèves qui cherchent à s'orienter aussi vers les filières du numérique, et en particulier de la cyber. Donc, les profs, souvent à l'étranger, sont en recherche de tout ce qui peut être un petit peu innovant et tout ce qui peut être un petit peu clé en main, parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les ressources sur place, et pour eux, c'est que des bénéfices.
Et est-ce que les entreprises seront intéressées par le modèle ? On était au FIC là récemment, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Cyberenjeu suscite, c'était déjà le cas l'année dernière, mais énormément de questions, énormément d'intérêt, et on a décliné Cyberenjeu dans une version qui peut être utilisée par des entreprises, par des administrations qui souhaitent, alors là c'est moins formé, mais plutôt sensibilisé aux risques d'origine cyber et aux bonnes pratiques. Il y a vraiment pas de raison, en fait, il y a pas de limite d'âge par définition au fait de créer des jeux sur un sujet. On pourrait même imaginer de décliner Cyberenjeu sur d'autres thématiques. Ce qui fonctionne bien, c'est le principe de s'approprier des enjeux et les restituer au travers d'une mécanique de jeu, et donc voilà, rentrer beaucoup plus dans le détail, et ça peut fonctionner pour tout le monde. C'est vraiment je pense aussi un pari de l'intelligence. On livre pas juste la bonne pratique telle quelle. On donne un petit peu les clés de l'équation, puis à chacun de se les approprier et de voir ce que ça implique. Je voulais revenir aussi sur la dimension européenne pour dire que on va cette année présenter Cyberenjeu à l'ENISA, qui est l'Agence européenne pour la cybersécurité, parce qu'on sait qu'il y a d'autres États membres qui sont intéressés. C'est un dispositif qui se décline assez facilement. Enfin voilà, il y a juste essentiellement à traduire le dispositif. Alors il y a quand même une partie qui a été un progrès majeur entre la version qu'on a testée d'abord et puis la version qu'on a largement diffusée. Et c'est grâce à Stéphane, ça a été l'ajout d'une liste de tous les référentiels de compétences qui permettent aux enseignants d'évaluer leurs élèves. T'en parlais un petit peu plus tôt. C'est hyper important parce qu'un enseignant doit pouvoir en gros noter, évaluer un élève. Et ça sera la partie, si on propose Cyberenjeu au niveau européen, qu'il faudra adapter à chaque État membre. Mais voilà, c'est globalement la seule partie qu'il faudra adapter. Il n'y a pas de raison que ça pose de difficultés. Et Cyberenjeu est aussi présenté au Conseil de l'Europe, parce que notamment c'est l'année 2025, on est l'année de l'éducation à la citoyenneté numérique, et donc le jeu, le concept a été présenté donc aux membres du bureau éducation du Conseil de l'Europe et aux 44 pays du Conseil de l'Europe. Ok, est-ce que vous souhaitez ajouter un point avant de conclure ? Je voudrais peut-être juste mentionner rapidement la campagne Demain spécialiste cyber qu'on a lancée. On y tient beaucoup, l'ANSSI et le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'elle permet donc on l'a lancée initialement, on l'a imaginé pour créer un peu un contexte favorable au fait de déployer nationalement Cyberenjeu. On voulait créer un momentum, un peu un truc on se disait, on a un truc qui marche. Si on veut avoir de l'impact, il faut qu'on aille absolument le diffuser plus largement, et c'était l'occasion en fait de créer une dynamique. Ça a marché, hein, parce que les chiffres sont là. Et dans Demain spécialiste cyber, on a été travailler d'autres aspects. On a notamment créé des affiches, et c'était ça que je voulais mentionner avant de conclure et vous les signaler. Vous les avez peut-être vus parfois, on les voit au campus cyber ou ailleurs, sur 6 métiers, une sorte de persona de métier. C'est vrai que c'est qui encapsule un peu différentes disciplines. Donc on a hacker éthique, on a juriste cyber, on a responsable cybersécurité, pour avoir un terme un peu générique pour RSSI ou directeur ou directrice cyber. Et on a travaillé sur la définition de ces métiers pour valoriser à la fois des figures positives, inclusives, des professionnels de la cybersécurité. C'est vrai que les représentations habituellement elles sont plutôt du côté des attaquants, et donc là on avait envie de montrer des visages et des métiers de manière très simple, et par ailleurs montrer les métiers dans leur diversité. Donc on a évidemment des métiers très techniques, très opérationnels, mais pas que. On est très content de ce que ça a permis de donner. Aujourd'hui, ça habille des salles de classe pendant que les élèves créent des jeux sur la cybersécurité. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que ces personas, ils ont été discutés dans un collectif large au départ, hein, et donc au sein du GT de formation du campus, mais vraiment l'idée c'était qu'on accueille à la fois des gens du public, du privé, des associations, parce que il est aussi là l'enjeu, c'est par le collectif et le partage des idées qu'on peut essayer de représenter des choses, et en tout cas ça c'est un des moteurs aussi de notre action commune. Eh ben bravo, hein. Franchement c'est super, hein. Excellente initiative, bravo à vous. Merci beaucoup. C'est mérité. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de la part des auditeurs de No Limites Sécu ? Parler de Cyberenjeu, parler de Demain spécialiste cyber, et puis l'accompagner. Non, mais on peut souhaiter que ceux qui ont des enfants au collège en parlent à leurs profs, si jamais il y a aucun prof chez eux qui en parle. Enfin, je sais pas, hein, c'est à vous de dire ce que vous souhaiteriez. Exactement ça, hein, vraiment. C'est ce qui se passe déjà, et
vos auditrices et auditeurs ont des enfants au collège ou au lycée, n'hésitez pas, et que vous avez des contacts avec des enseignants ou des enseignantes potentiellement intéressés, allez leur en parler. En général, ça suscite plutôt de l'intérêt. Moi, j'ai un garçon qui va rentrer au collège dans 2 ans, et j'ai déjà prévu d'aller parler de cyber-enjeux dès qu'il arrive au collège. Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que vous souhaiteriez ajouter autre chose en mot de la fin ? Non, nickel. Merci beaucoup de nous avoir permis de parler de cyber-enjeux. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.